Bonjour, je m'appelle Alexandre Cagé, je suis expert d'assuré. Dans cette vidéo, je vais vous parler des mesures conservatoires. Pourquoi c'est important? C'est important du fait de leur nature double. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que sous prétexte de mesures conservatoires, les sociétés qui les réalisent pour le compte des compagnies d'assurance peuvent être amenées à réaliser des opérations d'expertise, des enquêtes en matière d'assurance, donc autant de choses qui touchent à la fraude, à l'assurance, et aussi des opérations de réparation en nature qui ont donc à voir avec l'indemnisation. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on entend par mesure conservatoire? Toute mesure que vous êtes amené à prendre à l'occasion d'un sinistre de manière à éviter l'aggravation des dommages. Pourquoi? Parce que généralement votre assureur ou son prestataire, l'expert d'assurance, n'est pas encore en mesure de se positionner. Que dans l'intervalle, il va vous incomber de prendre un certain nombre de mesures, sauf à voir votre assureur retenir tout ou partie de votre indemnité du fait de votre négligence. Donc on attend de vous quoi? On attend de vous que vous agissiez en bon père de famille ou en gestionnaire raisonnable. En bon père de famille, c'est une notion historique qui recouvre, au terme du droit romain, le fait d'agir de manière diligente, prudente, en étant soucieux de ses biens propres, comme de ceux d'autrui. Alors, ce concept a disparu du Code civil en 2014, il a été remplacé par celui de gestionnaire raisonnable. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce qu'on attend d'un gestionnaire raisonnable à l'occasion des mesures conservatoires pour un sinistre à taille critique. Bon, ce qui se visite, de fait, pourquoi un sinistre à taille critique? Un sinistre à taille critique, c'est le gros incendie, le gros dégât des eaux, l'inondation de votre entreprise ou de votre habitation que vous subissez statistiquement une fois dans votre vie. Les assureurs, en fait, n'ont pas d'intérêt financier à contester vos mesures conservatoires à l'occasion d'un petit sinistre. Alors c'est un moment qui est extrêmement particulier puisque généralement vous êtes devant les ruines de votre pavillon encore fumante ou devant les locaux de votre entreprise qui est inondée. Vous êtes choqué, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas par où commencer. Et c'est le moment qu'on a choisi pour vous demander de prendre tout un tas de mesures, d'en avancer le coût, en ne sachant pas si votre assureur les prendra en charge. Et avec l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de vous, à savoir que si vous ne le faites pas, votre assureur peut retenir tout ou partie de votre indemnité du fait de votre négligence. Autant vous dire que le challenge s'annonce globalement assez épineux. Heureusement, il y a tout un tas de gens, tout un aéropage de personnages mieux intentionnés les uns que les autres qui vont voler à votre secours. À tout seigneur, tout honneur, l'expert d'assuré qui va débouler sur les lieux du sinistre très peu de temps après son occurrence, dans des conditions qu'on examinera à l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais on va quand même rappeler à cette occasion qu'on n'a pas à démarcher les gens à l'occasion d'un sinistre à taille critique dans les conditions dans lesquelles ça se fait actuellement. Il y a suffisamment de moyens pour contacter un expert d'assuré, par exemple Internet, pour ne pas se livrer à ce genre de pratique. Cela étant dit, l'expert d'assuré est là pour essayer de vous vendre un contrat d'expertise. Il va aussi essayer de vous vendre une entreprise de prestation de mesures conservatoires. C'est une entreprise magique, elle fait à peu près tout. Le bâchage après sinistre, elle fait le nettoyage après inondation, les mesures d'assèchement et la décontamination après sinistre incendie. Alors, tout cela n'est pas gratuit, bien sûr, puisque l'expert d'assuré va percevoir de la part de l'entreprise qu'il va réussir à vous placer une contrepartie, à savoir une commission commerciale, ce qui est particulièrement élégant. Sur ces entrefaites va débouler un des autres acteurs principaux de la phase d'indemnisation, à savoir l'expert d'assurance, qui étonnamment va aussi essayer de vous placer son entreprise de mesures conservatoires. Alors, avec une petite nuance évidemment, lui ne perçoit pas de commission commerciale. Non, lui reçoit des dividendes, puisqu'il se trouve que la société de mesures conservatoires qu'il essaye de vous placer
eh bien, son patron, la société d'expertise, en est parfois actionnaire. Voilà, voilà. Alors c'est quoi ces sociétés de mesures conservatoires? Ce sont essentiellement des sociétés qui sont issues du BTP ou du nettoyage industriel et qui réalisent des prestations après sinistre pour le compte des sociétés d'assurance. C'est un secteur qui, bon an, mal an, fait 1 milliard, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Avec des acteurs de taille extrêmement diverses. Pour les plus petits, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et pour les plus gros, le leader a dû faire 80 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est surtout un vaste champ d'expansion actuellement pour les cabinets d'expertise d'assurance, puisque l'assurance est un secteur fortement régulé. Ça a un impact sur leur taux de marge brute. Donc ils sont à la recherche de secteurs faiblement régulés pour essayer de compenser cette perte de marge, et le domaine des mesures conservatoires en est un pour l'instant. Alors tout ça, ça a un impact qui est extrêmement important, notamment du fait de ce qu'on appelle le plein contenu. Le plein contenu, c'est quoi en fait? C'est le montant maximum de l'indemnité que vous pouvez toucher au titre du contenu de votre local sinistré. Ce montant, il est généralement mal évalué, sous-évalué, et l'intervention des sociétés de mesures conservatoires va avoir un impact sur votre indemnité si vous n'avez pas pris la peine de faire très attention à leur intervention. Vous vous exposez à ce qu'on appelle une insuffisance de garantie. Voilà. Donc, dans quel cadre et pourquoi faire ces sociétés interviennent? Alors, ces sociétés, elles interviennent dans un cadre qui est celui en fait d'une convention intercompagnie d'assurance, la convention sur l'expertise amiable et contradictoire, qui régit les mesures conservatoires ou la gestion des mesures conservatoires entre compagnies d'assurance. Alors, ces mesures conservatoires ou cette gestion au titre de cette convention intercompagnie, elles sont effectuées essentiellement en matière d'incendie, mais en raisonnant par assimilation. Ce qu'on va voir dans le cadre de ce développement, c'est qu'on peut parfaitement tirer des conclusions s'agissant de l'inondation ou du gros dégât des eaux. Alors, pourquoi on fait intervenir des sociétés de décontamination, de mesures conservatoires à la suite d'un incendie? Bon, c'est du fait de la contamination hypothétique des lieux du sinistre par la combustion du PVC. On va préciser immédiatement que jusqu'au début des années 80, il n'y avait pas d'intervention de société de décontamination pour les particuliers, c'était réservé aux sinistres industriels. Les particuliers ne s'en portaient pas plus mal, d'une part. On va préciser aussi immédiatement qu'on peut parfaitement avoir une contamination aux ions chlorure sans avoir une combustion du PVC. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors, comment s'organise la convention sur l'expertise amiable et les mesures conservatoires en mesure d'incendie au titre de cette convention? On en parle déjà dans le préambule de la convention, donc qui dispose en fait que il y a un objectif et un seul à l'occasion des mesures conservatoires en matière d'incendie, c'est la diminution du coût du sinistre. Ça passe par deux choses: l'expérience de l'expert d'assurance, d'une part, ce qui est assez logique, mais ce qui cadre son intervention, c'est pas de vous en donner plus. Et d'autre part, ça passe par une seconde chose, le strict respect d'un cahier des charges par l'entreprise de décontamination. Il est accessoirement précisé que l'expert d'assurance est censé vous donner des conseils à double titre, d'une part en matière de stop corrosion et d'autre part en matière de mise en place d'un appel d'offres entre les sociétés de décontamination qui vont intervenir. Ce qu'on va voir en se penchant un petit peu plus sur la convention sur l'expertise amiable et les mesures conservatoires dont elle fait mention, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. On va prendre par exemple l'article 5 de la Convention sur l'expertise amiable et contradictoire. Bien, cet article, il dit exactement le contraire, puisque là, en fait, on dit que l'expert d'assurance
est celui en fait qui prend toutes les mesures en matière de décontamination pour le compte de toutes les parties à l'expertise. Donc c'est plus du tout ce qu'on voyait dans le préambule. Un autre aspect intéressant de cet article 5, c'est que l'expert d'assurance, l'expert de votre assureur, est censé rédiger le plus rapidement possible un rapport d'expertise préliminaire technique en matière de stop corrosion. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce rapport il est rarement rédigé. Il est intéressant de vous le faire communiquer, et à cet effet, je vous invite à prendre à tâche avec moi, puisqu'en fait, c'est un document qui est assez particulier s'il existe, ou même s'il n'existe pas, et qu'il faut savoir en fait l'utiliser intelligemment face à votre assureur et face à son expert. Donc, prenez attache avec moi au moyen des coordonnées qui se trouvent sous cette vidéo si vous souhaitez vous le faire communiquer. On parle encore des mesures conservatoires dans la Convention sur l'expertise amiable en matière d'incendie et de décontamination des fumées après sinistre dans l'annexe 4 de cette Convention. Alors, que dit cette annexe ? Elle parle en fait du document central de la décontamination qui est le cahier des charges établi par le décontaminateur. Et dans cette annexe, elle rappelle d'entrée de jeu que c'est le document qui va régir les rapports entre l'expert d'assurance et la société de décontamination, que ce soit au moment de l'appel d'offres ou au moment du suivi de chantier. Là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit que vous êtes complètement poussé vers la sortie. D'une part, en fait, la mise en place de l'appel d'offres. Au départ, vous étiez censé recevoir des conseils. Vous vous apercevez maintenant que c'est l'expert d'assurance qui va mettre en place cet appel d'offres. Alors, ça va poser un certain nombre de problèmes. D'une part, de quel type d'appel d'offres on parle ? Il y a deux types d'appels d'offres, moins ou mieux disant. Dans les faits, c'est souvent des appels d'offres aux moins disant qui sont lancés par les experts d'assurance pour limiter le coût du sinistre, mais ça ne tient pas compte en fait de la plus-value technique des opérations de décontamination. S'il s'agit juste en fait de passer un coup de chiffon, de nettoyer de manière externe le mobilier ou le contenu endommagé au titre du sinistre incendie et de passer un coup d'éponge chimique sur les aménagements, les embellissements, vous ou vos proches, votre personnel, si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes tout à fait fondé à le faire. Accessoirement, il y a un autre problème avec la mise en place de ces procédures d'appel d'offres, c'est qu'on est quand même sur des entreprises qui sont issues du BTP, qui ont, on va le dire gentiment, l'habitude de s'arranger au moment des appels d'offres. Donc il convient d'être extrêmement vigilant. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, au titre de cette convention, vous êtes un petit peu poussé vers la sortie, et que dans ces conditions, si vous voulez être indemnisé correctement, il va falloir en fait vous imposer. Alors vous imposer à l'occasion des opérations de décontamination, ça va impliquer de les connaître. Que dit la Convention à ce sujet ? Elle dit que l'entreprise d'abord de décontamination est censée établir une cartographie de la contamination aux ions chlorure des lieux du sinistre. Elle dit aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est que si effectivement on a une contamination autre qu'aux ions chlorure qui est relevée par la société de décontamination, la société de décontamination se doit d'en avertir immédiatement l'expert d'assurance. Et c'est là qu'on voit ce dont je vous parlais dès le départ de cette vidéo, à savoir qu'on peut très rapidement basculer d'une opération de décontamination à une opération de lutte antifraude, d'enquête en matière d'assurance. Là, c'est assez inquiétant puisque ça va jouer sur votre garantie. En fait, on est en train de parler de contamination par quelque chose d'autre qu'aux ions chlorure. On fait allusion à quoi ? À une contamination par des accélérants, donc par exemple par des hydrocarbures qui seraient à la source du départ de feu de votre sinistre. Dit très clairement, indemnité zéro pour vous. D'où l'intérêt de faire très attention à l'identité et à la nature des opérations qui sont menées par la société de décontamination. La société de décontamination, elle a d'autre part pour but
d'établir un listing des matériels ou des mobiliers qui vont être endommagés. Donc c'est assez classique, hein. Est-ce que on peut le nettoyer, ce matériel ou ce mobilier, de manière extérieure? Est-ce que on va être obligé de procéder à un démontage partiel de ce matériel? Ou est-ce qu'il va falloir en fait faire un démontage total? Elle procède aussi à une classification de ces opérations, à savoir effectivement obligation de résultat à l'issue de ces opérations. Réserve technique assez faible, ça c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, débat entre toutes les parties sur la nécessité ou la plus-value de l'intervention de la société de décontamination. Et la quatrième possibilité dans le cadre de cette classification, c'est effectivement pas d'intervention, soit qu'on estime que le matériel est trop endommagé pour permettre l'intervention de la société de décontamination, soit qu'on estime qu'il n'est pas endommagé. Alors à l'issue de ces opérations, la Convention sur l'expertise amiable rappelle qu'on doit procéder à une phase de remise en marche des matériels après décontamination, passivation par l'entreprise. Ce dont on s'aperçoit dans la pratique, c'est que c'est parfois pas le cas. Qui doit être présent à l'occasion de ces opérations au dire de la Convention sur l'expertise amiable? Bien, le maître d'ouvrage, c'est qui? C'est vous. C'est l'un des seuls moments en fait où l'assuré réapparaît. Et il doit y avoir aussi effectivement le constructeur ou le réparateur du matériel qui peuvent être présents. Dans les faits, c'est assez peu le cas, et moi je vais vous inviter, dans le cadre des opérations de décontamination, à mettre en concurrence le décontaminateur avec le fabricant, le constructeur, le réparateur du matériel, de manière à avoir la plus-value technique qui va être dégagée. On le voit par exemple en termes de matériel électronique, puisque vous prenez Apple, on est sur un fabricant qui va assez peu apprécier qu'un décontaminateur ouvre votre ordinateur pour le passer à la soufflette, le referme et vous indique que tout va bien. Est-ce qu'Apple maintiendra sa garantie après intervention d'un prestataire de service extérieur? Moi je ne pense pas. D'où l'intérêt effectivement de faire intervenir des prestataires de services agréés, de les contacter dans le cadre de ces opérations. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que en fait, là, on a affaire à des opérations qui s'apparentent à des opérations de réparation en nature. C'est quoi une réparation en nature? C'est la possibilité, en fait, de vous indemniser au travers d'un prestataire de service agréé par l'assureur, plutôt que de vous indemniser en argent. Alors ça a un impact, c'est que vous perdez le contrôle de la réparation. Donc, ce qui est assez ennuyeux. Ce qu'on a vu précédemment aussi au travers de l'établissement des listes de la part des sociétés de décontamination, eh bien c'est que ça va avoir un impact sur l'expertise, puisque c'est la définition en fait des matériels qui vont être endommagés et de la nature, de l'étendue de leurs dommages. Ça s'appelle tout simplement des opérations de pointage en matière d'expertise, et donc les experts d'assurance et d'assurés devraient être présents. On les voit globalement extrêmement absents. À l'issue de ces opérations, pour terminer, la Convention prévoit que l'expert d'assurance peut mandater un laboratoire indépendant pour procéder à ce qu'on appelle la titrisation de la contamination qui resterait aux ions chlorure. Alors, elle précise immédiatement que ça doit rester exceptionnel, puisque le but pour l'assureur, il l'a mentionné dès le départ dans le préambule de la Convention, c'est de limiter en fait le coût du sinistre. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est à le demander systématiquement en matière d'incendie, ne serait-ce que pour savoir quelle est la plus-value des opérations de décontamination qui ont été menées. Est-ce que ça a réellement permis de procéder à une décontamination, à une passivation des ions chlorure qui étaient présents? Ça va être important de le déterminer. C'est d'autant plus important de le déterminer que l'annexe 4 de la Convention sur l'expertise amiable précise que la classification des ions chlorure et des degrés de contamination auxquels il est procédé au titre de cette convention est purement indicative.
pour mémoire, inférieur à 5 microgrammes, entre 5 et 20 et supérieur à 20. Donc si tout cela est purement indicatif, est-ce que c'est indicatif de faire procéder à des opérations de décontamination? On peut se le demander. En conclusion, on remarquera qu'à l'issue de la convention, à la toute fin de la convention, la société de décontamination ne s'appelle plus société de décontamination, mais elle s'appelle le décontaminateur expert, ce qui est assez logique puisqu'il a pu mener des opérations d'enquête, des opérations d'expertise ou des opérations de réparation en nature. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on doit penser de la réalisation de ces mesures conservatoires en matière d'incendie? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un document central établi par la société de décontamination, qui est le cahier des charges, qui va résumer en fait les suggestions, les plus-values attendues à l'occasion de ces opérations, et que c'est le document sur lequel vous devez absolument vous appuyer, vous devez le maîtriser, vous devez en avoir connaissance, vous devez vous l'être fait communiquer. Ces opérations, en fait, elles ont un coût qui est suffisamment important pour que vous ne déléguiez pas tout, que ce soit à votre expert, à votre assureur, mais qu'au contraire, vous vous y penchiez. En raisonnant par assimilation, avec l'intervention de ces sociétés en matière de dégâts des eaux ou d'inondations, c'est toujours le cahier des charges qui va être le document de référence en matière d'intervention de sociétés de mesures conservatoires et qui va être en fait l'objet de votre dialogue permanent s'agissant de la qualité de la prestation de cette société. Donc, dit très clairement, dès qu'il s'agit de mesures conservatoires à l'occasion d'un sinistre, ce que vous devez faire, c'est rester extrêmement calme, prendre du recul, tout simplement par rapport aux propositions qui vous sont faites, tant par votre expert d'assuré si vous en avez un, que par la compagnie d'assurance ou son expert. Procéder à un appel d'offres au mieux disant, ça c'est fondamental, c'est à vous de le faire, pas à l'expert d'assurance, qui s'en extrait souvent, il faut le dire, en le déléguant à une société de décontamination, qui elle-même va parfois simuler un appel d'offres en appelant un de ses confrères, selon une pratique qui est chère aux sociétés du bâtiment. Donc, d'où l'intérêt effectivement de réaliser vous-même cet appel d'offres. Et puis effectivement, si vous le sentez bien, si vous en avez le temps, vous pouvez aussi décider, à condition de négocier une enveloppe avec votre expert d'assurance ou de déléguer cette négociation à votre expert d'assuré, et bien tout simplement de réaliser vous-même les mesures conservatoires, puisque vous savez, sur la base des cahiers des charges établis dans le cadre de l'appel d'offres, ce qu'il convient de faire, tout simplement. C'est la possibilité en fait de maîtriser les problématiques de plein contenu qu'on a vues dès le départ. Alors si vous rencontrez des difficultés dans la mise en place de mesures conservatoires ou si vous avez des difficultés à l'occasion de l'exécution de ces mesures conservatoires par des sociétés prestataires de compagnies d'assurance, vous pouvez m'appeler au moyen des coordonnées qui se trouvent juste en bas de cette vidéo. Je ferai en sorte de vous répondre le plus rapidement possible. Je vais vous remercier de votre attention et je vous dis à bientôt.